Allez, nous sommes là pour engager nos discussions ce matin. On aura deux thématiques autour desquelles on va échanger. On va d'abord parler environnement et santé avec la gestion des boues de vidange. Le mercredi dernier, le Conseil des ministres a décidé désormais d'imposer un agrément à tout acteur ayant envie d'intervenir dans le secteur. Qu'est-ce que ça change à la situation actuelle qu'on va examiner? Les débatteurs vont se prononcer puis ils diront deux mots sur... je dois dire cette rencontre qui s'annonce assez intéressante, hein? Rencontre de football entre le Bénin et le Sénégal. Ce sera à Cotonou le 17 prochain. Cela compte de façon assez importante pour insister là-dessus. Pour le Bénin, c'est pour les éliminatoires de la CAN prochaine annoncée pour se tenir en Côte d'Ivoire. Deux acteurs des quatre sont là. On va commencer par Ulrich Gaba, bonjour. Bonjour Tanguy Agoy. William Clicquot, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Où vont nos déchets que nous confions à nos latrines, à votre avis, William? On nous a raconté de tout temps que ça va dans la mer et que ce serait le meilleur aliment pour les poissons. Mais quand on s'est assagi, quand on s'est informé, et avec les problématiques environnementales depuis quelques années, nous comprenons que c'est assez banal pour une transformation ou une collecte d'un déchet si sensible, je préfère employer ce terme. Et donc, nous avons compris qu'il y a d'autres mécanismes et je ne suis pas spécialiste, mais permettez-moi de dire par exemple que je sais que cela entre dans la production agricole à travers l'utilisation comme engrais chimique. Je sais qu'il y a des mécanismes de transformation en biogaz en matière de recyclage pour la fabrication de l'énergie. Et je sais également qu'il y a une partie qui est retournée dans la nature. Par quel mécanisme? Est-ce que c'est dans la mer réellement? Je ne le sais pas. Mais quand même, je suis conscient de ce que ces déchets-là ne sont pas que jetés. Ils sont parfois recyclés. Alors, on le sait, hein, il faut le dire. Nous avons deux endroits précis où ces bouts de vidange sont jetés. Une grande partie qui va en brousse. Et puis une autre quantité qui est confiée à la mer. En principe, devrait être transformée avant d'être confiée à la mer. Mais les installations là-bas sont difficiles. C'est un danger pour la santé et l'environnement. Évidemment, vous l'avez bien dit, le dépotage sauvage de ces déchets, on va utiliser le mot juste de l'escreta, est un véritable danger pour l'environnement et je pense que on ne peut pas déverser ces déchets, qu'ils soient issus d'organismes humains, dans la nature en des autres, parce qu'en réalité, déjà, ces déchets produisent beaucoup de gaz à effet de serre. Il y a beaucoup plus le protoxyde d'azote et puis le méthane qui sont assez sensibles et on devrait normalement pas les déverser à l'air libre sans traitement. Donc, l'autre aspect quand on parle de déversement, d'écoulement dans la mer et tout ça, c'est vrai que c'est ce que nous avons toujours entendu. Et c'est ce qui est, on a des installations du côté de Sémécosi. C'est ce qui se fait. Et c'est tellement dangereux pour l'environnement parce que avant qu'on ne déverse ces produits, ces déchets dans l'environnement, que ce soit dans la mer ou dans la brousse, comme vous l'avez dit, il faut nécessairement procéder au traitement. Et c'est après le traitement qu'on pourra peut-être voir la partie qui doit s'écouler vers les eaux, parce que nous ne devons pas oublier qu'il y a la nappe phréatique qu'il ne faut pas polluer. Et qui est très Et il y a aussi l'eau que nous voyons tout le temps. Il y a les rivières, il y a la mer dont nous parlons d'ailleurs, il y a la lagune, il y a tout ça. Donc, ce sont ces eaux qui nous reviennent encore. Les eaux que nous récupérons encore à travers nos robinets, que nous récupérons dans nos eaux de forage. Un traitement, ce n'est pas l'eau. Il faut d'abord, traitement, d'accord, mais attention, la SONEP fera toujours son effort pour purifier, pour traiter l'eau. Mais si nous ne faisons pas l'effort de déverser ce qu'il faut ou ne traitons pas ce que nous déversons dans l'environnement, nous donnons plus du travail à la SONEP. Et ce qui est certain, la technique aussi a ses failles, la mécanique a ses failles et a ses limites. Ce qui veut dire que nous risquons de retrouver quand même une certaine partie de ces déchets-là dans nos maisons, dans nos concessions. Et cela pose un véritable problème. Et moi, je pense que déjà, la décision du gouvernement est assez salutaire. Parce que quand on regarde le secteur, qu'est-ce qu'on voit? La population la population urbaine et puis les privés. Et a priori, on a comme l'impression que c'est un secteur qui est carrément à part.
on ne le voit pas. Oui, mais ce sont des déchets. Et tout le monde a la fine seulement parce que c'est des déchets qu'il faut les qu'il faut abandonner. Parce qu'au-delà de tout, c'est la santé de la population. Bien sûr, parce que ce sont les déchets. On a comme l'impression que ce sont les derniers de la société qui doivent s'en occuper. Et on n'a même pas envie de savoir comment est-ce que cela fonctionne. Parce que on estime que les acteurs qui sont dans ce domaine, c'est parce qu'ils n'ont trouvé rien d'autre à faire. Et jusque-là, il manquait de régulation, par exemple. Il manquait de normes réglementaires pour dire... Moi, je m'étonne, par exemple, que ce soit en 2023. Peut-être d'autres normes ont existé par le passé. Mais que ce soit en 2023 qu'on s'intéresse à une problématique comme celle-là, quand on sait que dans presque toutes les maisons à Cotonou, maintenant, ce sont des toilettes sanitaires. On sait que ces mêmes acteurs qui prennent les bouts de vidange sont ceux-là qui aident à libérer les fosses septiques, les autres fosses septiques comme les puisards et autres. Et moi, je m'intéresse par exemple aux cadres dans lesquels nous-mêmes déjà, qui produisons ces déchets, nous les conservons avant même que ces acteurs viennent les chercher. Vous voyez des toilettes qui sont à proximité des puits. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, à Cotonou et environ, la nappe phréatique est juste à côté de nous. Déjà, cette conservation-là, ou est-ce que je vais l'appeler conservation, cette forme d'entreposage de ces déchets pose un véritable problème. Ceux qui viennent le chercher, ils ne sont pas formés. Ce sont des ouvriers en manque d'emploi qui sont préposés pour ces services moyennant quelques petites pièces de la BCEAO. Et il faut dire aussi que dans ce secteur, le transit n'est pas forcément intéressant. Il peut vous arriver de rencontrer sur nos axes de circulation une citerne avec... Ne faites pas de description. Ah d'accord, d'accord. Je ne veux pas décrire. Est-ce que vous voulez... Non, mais je ne veux pas décrire pour la population. Est-ce que c'est important? Vous allez couper l'appétit? Il faut mieux expliquer. Oui, Eric. Ah non, mais je reste dans la logique de ce que disait William tout à l'heure, que pendant longtemps, l'État est resté absent dans ce secteur, qui est même, je dirais même, que la Constitution, véritablement, a organisé. Quand vous allez voir, par exemple, l'article, je dirais, 27 de la Constitution, qui dit que toute personne a un droit à un environnement sain, justement, et puis satisfaisant et durable, et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. Et puis l'article 28 qui dit ceci, en fonction des manipulations et l'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont réglementées par la loi. Voilà. Et donc, l'absence de l'État que nous sommes en train de rattraper aujourd'hui par la décision du gouvernement qui est en train de construire des espaces pour justement transformer ces bouts de vidange a donné lieu à une mauvaise organisation de ce secteur. Pendant longtemps, on s'interroge, mais comment le secteur était organisé? Comment on arrivait à faire les vidanges? Où est-ce qu'on va justement les déverser? Et donc, on sait, c'est soit dans la forêt, dans la mer, dans la brousse. Et donc, il y avait une mauvaise organisation. Aujourd'hui, la question devient une préoccupation, puisque c'est une question de santé publique, question d'hygiène et d'assainissement. Et avec la construction de ces espaces à Sémépodi, et puis je pense qu'il y a une autre en construction à Bomé-Calavi, on peut régler la question d'aller déposer ce que Tanguy ne voudrait pas qu'on évoque dans un espace, et puis assurer le traitement. Et puis assurer le traitement. Mais c'est toute une chaîne qu'il faut développer. D'abord, il faut assurer une meilleure habitude de la gestion de nos fosses septiques. On va voir un peu comment est-ce qu'il faut réorganiser ce secteur tout à l'heure. On veut faire déjà le constat que c'est un secteur d'abord abandonné, laissé à des acteurs qui ne sont pas forcément des professionnels. Et puis, il n'y a pas, même s'il y a une réglementation, il n'y a pas un suivi rigoureux de ce que les gens en font quand ils viennent les chercher chez nous. J'ai remarqué aussi un usage, je ne sais pas si vous aviez constaté cela, j'ai lu quelques articles là-dessus, un usage que les gens en font, c'est ma foi dans l'abandonnement des sols et surtout à Cotonou, dans l'enrichissement des sols et notamment dans la production maraîchère, ce qui est un gros risque parce que un déchet comme ça qui n'est pas traité d'abord avant d'être utilisé directement comme ça sur des aliments qu'on va consommer, c'est un gros danger, Ulrich.
Un véritable danger, je le disais tantôt, j'ai dit que ce sont d'abord le dépotage simple, déjà vous devez comprendre que ça crée des émissions de gaz à effet de serre. Il y a le méthane, il y a le protoxyde d'azote, mais sans traitement. Vous vous imaginez que directement on introduit ces produits-là dans, je suppose, les produits maraîchers et autres, tout ça, c'est que nous continuons avec les mêmes choses qui nous posent des problèmes de santé. Vous n'êtes pas sans savoir que les objectifs de développement, dans les objectifs de développement durable, le point numéro 6.2 dit spécifiquement qu'on doit assurer un accès équitable à des soins, à des infrastructures d'assainissement aux populations avec des hygiènes adéquats. C'est un point assez sensible. Et je pense que d'autres localités l'ont fait, ont eu à le faire avant nous. Il y a à Bafoussam, par exemple, au Cameroun, ça a été fait. À Néro, tout près, au Togo, ça a été fait parce que justement le problème s'est posé. Et à un moment donné, la presse s'est lancée sur le dossier et a commencé par critiquer le dépotage sauvage des excrétas et de l'autre côté aussi, là où on va déverser dans la mer, à Néro, ça s'est passé aussi. Donc aujourd'hui, il y a un grand projet qui a été construit à ce niveau, et on permet de traiter ces produits-là de sorte à ce que ce qui doit aller vers l'irrigation va vers l'irrigation, ce qui doit aller vers l'agriculture va vers l'agriculture sans danger pour les consommateurs, et puis ce qui doit servir pour la production de biogaz et d'autres produits de réutilisation aussi, on le fait. Donc, rien que ce que nous sommes en train de dire, c'est aussi une mine de richesse, qu'on le veuille ou non, même si aujourd'hui c'est un danger, c'est une mine de richesse. Maintenant, il va falloir réorganiser le secteur, comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est que c'est un secteur qui pendant longtemps est resté sans parrain, est resté parent pauvre, orphelin, et tous ceux qui travaillent dans le secteur n'étaient pas réellement des professionnels. Franck Aounou qui nous a rejoint, Franck. Oui, je pense que le sujet est très intéressant parce que ailleurs, dans certaines communes encore, vous savez, il y a des gens qui ne construisent pas même des latrines dans leur maison. Il y en a qui continuent de déféquer à l'air libre. Et je pense par exemple à la commune de Parakou où les bouts de vidange que produit toute la ville étaient déversés à un endroit. Et lorsque il pleut en raison du relief de la ville, tout cela revient dans les ménages. Et c'est cela qui crée la fièvre typhoïde, qui crée le choléra, qui crée beaucoup de maladies. Lorsque vous allez sur ces patients à Parakou, lorsque vous allez dans les cliniques, les hôpitaux, lorsqu'on fait le diagnostic, on fait un examen, vous allez entendre fièvre typhoïde. Donc c'est tellement criard que je crois l'administration communale à un moment donné a fait un appel de fonds aux partenaires qui ont donné suite à leur appel de fonds, et quelque chose est en train d'être réalisé dans la commune. Et ailleurs même, c'est pire. Qu'est-ce qui est en train d'être réalisé dans la commune? On construit des latrines pour... non, il y a la construction des latrines publiques, c'est ça? Des latrines publiques, mais également il y a un lieu qui est retenu désormais pour traiter les bouts de vidange. C'est déjà très important. Mais dans d'autres communes encore, il y a ce problème qui se pose. Absolument, on a l'impression que c'est seulement dans les grandes villes du Bénin que les gens ont des déchets à déposer quelque part. Même dans les communes, dans nos villages, il y a aussi que les gens ont besoin de déposer quelque part. Et les endroits les mieux indiqués là-bas pour les déposer, c'est dans la nature directement. Et là, c'est un gros danger. Alors, comment est-ce qu'il faut réorganiser ce secteur? C'est vrai que le gouvernement a commencé à demander un agrément pour chaque structure devant intervenir dans le secteur. Est-ce qu'un agrément, ça suffit là, Eric? Non, nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est un secteur qu'il faut davantage professionnaliser. Et d'abord, il faut commencer dans les ménages, par sensibiliser sur la façon dont il faut gérer d'abord les fosses septiques. Nous avons cette mauvaise habitude d'y mettre tout ce qu'on veut. Et puis quand j'ai entendu un vidangeur me parler un peu de ce secteur, il dit parfois vous allez pour évacuer, vous retrouvez toutes sortes de déchets. Ce n'est pas non plus parce que c'est un endroit où il faut aller déposer ce dont il est question qu'il faut aussi ajouter d'autres choses. Ce n'est pas un tas d'ordures non plus. Donc il faut commencer par là. Mieux on entretient cet espace. À l'évacuation, c'est plus facile. N'est-ce pas, de retirer et puis d'aller entreposer quelque part. C'est toute une chaîne qu'il faut développer et puis après la transformation. Tout à l'heure, le danger que vous évoquez ici,
on retire et puis on va l'utiliser dans du maraîcher, c'est grave. C'est plutôt la transformation, quand on réussit à faire la transformation, que c'est une mine d'or. Ça devient des éléments qu'on peut utiliser dans l'agriculture. C'est scientifiquement prouvé. Il n'y a pas un risque à cela. Mais quand c'est 100% et puis voilà, et puis non, mais là, il y a... Un agrément, ça va, William? Pas qu'un agrément, c'est déjà un début de solution. Mais je trouve que la solution peut être beaucoup plus poussée avec la professionnalisation des acteurs. Vous savez, dans les sciences ou dans certains métiers comme la mort, la gestion des crises funèbres, la gestion des déchets, on a comme impression que dans nos États, il n'y a pas de métier à avoir dans ces corps-là. On ne peut pas gagner sa vie dans ces corps-là et de façon professionnelle, en limitant les risques pour sa santé à soi-même, en limitant les risques pour la santé de tous et avec la loi sur l'hygiène publique, en essayant davantage de construire ce Bénin meilleur. Vous avez parlé des pôles urbains. Bien sûr que la priorité, c'est de ce côté parce que c'est là que se fait la concentration démographique. Mais il y a également les autres secteurs. Mais parlons des pôles urbains déjà. Je pense que les ouvrages d'assainissement, de franchissement qui permettent de transformer ces bouts de vidange-là doivent être un peu plus multipliés, les rendre aux normes sophistiquées. Vous savez, il y a des villes cosmopolites ou fortement concentrées, des mégalopoles carrément, mais qui arrivent à gérer leurs déchets, des gens en ont fait leur priorité. Je pense au Japon. Vous me direz que ce sont des pays qui sont à des milliers de kilomètres de nous. C'est clair, des années-lumière. Des années-lumière de nous, mais on peut aller à ces écoles-là le plus tôt possible, un peu comme on est en train de s'intéresser à beaucoup de questions et en prévenant le danger sur ces questions-là. Et donc, je trouve aussi que je peux appeler nos jeunes frères ou nos congénères qui sont en quête d'emploi à se spécialiser dans les domaines comme ceux-là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de spécialité chez nous. Ils reviennent non seulement avec la technologie, mais l'État accompagne. Je veux bien voir votre visage quand votre frère ou votre fils viendra vous dire, papa, moi, j'aurai bonne mine. J'ai décroché un beau boulot. Vous lui demanderez certainement c'est quoi le boulot. Il vous dira qu'il est en train de gérer les bouts de vidange. Je veux bien voir votre mine. Il y a une perception sociale que les gens ont justement de cette catégorie de métiers et qu'il faut travailler. Justement parce qu'on ne valorise pas ce métier-là, on ne valorise pas la profession. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a des métiers qui sont considérés comme de sous-métiers, qui ne sont pas considérés dans la société. Les éboueurs, ceux qui ramassent les ordures. Pourtant, ils ont l'argent. Ils ont l'argent et c'est parce que justement, on ne leur garantit pas de bonnes conditions. Mais vous les voyez dans le métier en exerçant. Vous n'avez pas envie de les approcher. Donc moi, je pense que l'État a un rôle à jouer, mais également à notre niveau, nous devons jouer un rôle. Les gens continuent, par exemple, au creux de la nuit, d'aller prendre les matières fécales et tout, et de jeter dans les caniveaux, ou lorsqu'on voit le ciel s'assombrit un peu, on dit attention, il faut mettre vos cuvettes à côté, et dès que la pluie commence, on commence par déverser. Une évacuation traditionnelle. Oui, traditionnelle. Et tout cela fait le circuit, ça atterrit peut-être dans un bas-fond où le maraîcher va prélever le poisson que nous, voilà, et ainsi de suite. C'est ce que je voulais éviter, qu'on nous arrache l'envie de continuer à manger. Mais il y a quand même des idées de transformation, de valorisation de ces déchets-là. Je crois qu'un travail scientifique est en train d'être fait du côté de l'université d'Abomey-Calavi avec le centre Valdera, dirigé par le professeur Placide Clédio, qui fait un travail formidable. Ouais. D'abord avec la matière fécale et aussi avec l'urine, avec son invention des toilettes écologiques récemment. Ce sont des pistes qu'il faut explorer et surtout valoriser, Loric. Oui, je l'ai dit tout à l'heure que c'est une mine d'or qui est là. En réalité, c'est le travail qu'il faut faire, c'est le traitement qu'il y a à faire. Je ne vous apprends rien en disant que le centre Songhai a déjà dépassé cette étape. Le centre Songhai qui apporte Novo. Vous imaginez que l'énergie utilisée là-bas, tout ce qui a été fait, c'est à base de l'escréta. Donc, c'est pour vous dire que nous n'inventons absolument rien. Tout est déjà là. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le centre du professeur Clédio nous a aussi montré la merveille. Et c'est justement sur ces points qu'il faut aussi jouer sur la formation de nos étudiants. Parce que une chose est de former, de recevoir les cours théoriques, et il faut aller aussi à la pratique. Il faut qu'on développe, qu'on décuple ces centres-là, et ça va permettre non seulement d'offrir à la population un environnement sain, mais aussi de promouvoir l'agriculture durable et l'agriculture saine. C'est encore un déséquilibre quand vous voyez à l'université des chercheurs qui travaillent, qui réfléchissent, qui proposent des solutions. Mais cela n'est pas pris en compte.
Elle dit l'État ne vient pas à la source de ces scientifiques, mais écoutez, dans tel secteur, nous avons tel problème, proposez-nous quelque chose. Ça. Voilà le professeur Clédio, comme l'a dit Tanguy, qui travaille depuis plusieurs années sur ces questions-là. Bon, je vais garder espoir de ce que, sur d'autres secteurs, on puisse vraiment aller consulter nos chercheurs. Et aussi de ce que les traitements, les stations de traitement qui sont en construction, je pense que sont déjà une réponse à ce qu'aujourd'hui, nous aurons une filière mieux organisée. C'est-à-dire, on va récupérer les boues, les traiter. Encore que pour avoir de la bonne boue, enfin dans la fin du processus, il faut s'assurer que c'est de la bonne boue. Ce n'est pas la solution, c'est un début de solution. Ce n'est pas la solution, parce que jusque-là, dans tout ça, bien traité, l'impression que la mairie est complètement absente. Non, en fait, Une bonne boue, c'est une bonne boue. Une bonne boue n'est pas une bonne boue. Parce que alors, j'ai discuté... Quand vous voyez la façon dont nous entretenons nos fosses dans nos ménages, quand vous voyez la façon dont DMM, c'est pas bien construit, c'est mal construit, puis tout ça, et puis on y met un peu de tout. La finalité, c'est qu'on peut avoir de la mauvaise boue, et cela peut ne pas donner le résultat scientifique qu'on peut espérer pour pouvoir l'utiliser dans l'agriculture. Je suis d'accord avec Eric. J'ai échangé avec monsieur Douté à propos justement de comment est-ce qu'on va gérer, on gère nos bouts de vidange. Je crois que ça doit remonter à un mois et demi qu'on a fait ce débat. Il m'a confié qu'il a mené une enquête. Donc, il a fait prélever des excréta, quartier par quartier à Cotonou. Et donc, a confié cela à un laboratoire quelque part en France pour faire examiner un peu la qualité de ces excréta et voir dans quelle mesure peut-être cela pourrait servir d'installation pour la production d'énergie électrique. Mais voyez-vous, il y a des quartiers qui ont des excréta dont la capacité de production d'énergie électrique est tellement faible qu'on ne peut pas cause l'utiliser. Justement de la qualité de ce qu'ils consomment. Et il y a un seul quartier. C'est évident. Et il y a un seul quartier à côté. Un quartier très huppé, je suppose. Moi, je ne vous fais pas dire le quartier, mais un seul quartier où les gens... Donnez le nom du quartier, c'est le quartier dans ce quartier. où les gens font de la bonne boue. Oui, non, mais c'est sérieux. La recherche scientifique, moi, je suis sérieux. Oui. Oui, je sais que vous êtes très sérieux en cherchant de la bonne boue. Mais la recherche scientifique n'est pas financée. Sinon, vous savez, au Val-d'Ira, par exemple, on a commencé avec les déchets plastiques. Ensuite, les excréta pour le biogaz, et aujourd'hui, ils en sont à l'urine. Mais je crois que s'ils étaient accompagnés, par exemple, cette initiative aurait pu prospérer et serait beaucoup plus en bonne place. Mais maintenant, je trouve aussi qu'aujourd'hui, le gouvernement a réorienté l'axe de financement de la recherche scientifique. Et c'est par rapport aux thématiques voulues, les politiques publiques voulues par le gouvernement que la recherche scientifique est financée. Je pense qu'il faut intégrer une politique aussi sensible comme celle-là pour donner non seulement des professionnels, parce que nous avons parlé tout à l'heure du manque de personnel qualifié dans le secteur, mais pour valoriser la recherche. Cela pourrait nous hisser au rang des pays qui, pour une fois, ont contribué à quelque chose, même si c'est pour rendre une boue bonne. Allez, on va changer de sujet, on va laisser les spécialistes traiter de la question, nous proposer des solutions surtout pour nous éviter de tomber malades en consommant des produits qui sont pollués. Éviter de voir des véhicules qui nous lâchent des choses sur la voie. Il a finalement lâché le mot. Allez, parlons football. Au moins ça nous apporte de la santé. Et puis notre équipe nationale qui atteint une échéance assez capitale, en tout cas, si elle veut participer à la CAN Côte d'Ivoire 2024, normalement 2023, mais portée pour 2024 en Côte d'Ivoire. Alors on connaît le nombre de personnes sollicitées, 25 appelés, 8 jeunes et quelques têtes étrangères qu'on n'avait pas souvent vues par ici. Ulrich, c'est la bonne voie. J'aimerais bien vous contredire quand vous me dites que un sujet qui nous donne la santé. Le supporter béninois des Guépards aujourd'hui n'est pas en bonne santé. Il faut qu'on se dise la vérité. Il n'est pas en bonne santé. Non, vous savez, une équipe dont on attend beaucoup de choses. Une équipe dont on attend
des prouesses. Parce que souvent, on entend les jeunes ont mouillé le maillot, les jeunes ont mouillé le maillot. Oui, mouiller le maillot, tout le monde va sur le terrain pour mouiller le maillot. Mais c'est la victoire qui est importante. C'est la précision dans le jeu qui est importante. Oui, c'est la finalité, c'est la conclusion du jeu qui est importante. Et donc, vous savez, c'est une équipe qui pendant longtemps... n'a pas d'expérience. C'est une équipe qui pendant longtemps nous donne la migraine. Il faut qu'on se dise la vérité. Permettez-moi de dire cette vérité-là. Allez-y, on est sur ce plateau pour dire la vérité. Nous attendons, le peuple béninois, quand je dis nous, c'est le peuple béninois, attend beaucoup de cette équipe. Oui, mais apprécions déjà la liste là. Est-ce qu'elle vous rassure qu'on n'aura pas de la migraine, comme vous le dites, au soir de ce 17 là? J'ose croire que chaque élément de cette équipe prendra le destin du pays en main. Parce que c'est ça le plus important. Vous savez, quand on joue à un jeu collectif, on a l'impression que quand il y a défaite, ben écoutez, nous encaissons tous la défaite. Quand il y a victoire, nous encaissons tous la victoire. Que quelqu'un ait mal joué ou que quelqu'un ait mal apprécié le poste qu'on lui a donné, en fait, il ne voit souvent pas ça. On voit souvent le jeu collectif. Mais c'est un jeu collectif. C'est un jeu collectif. Oui, mais un jeu collectif dans lequel chacun joue son rôle. C'est une équipe. Et quand on parle d'équipe, c'est que si le défenseur ne joue pas bien son rôle, l'attaquant ne pourra pas donner les résultats qu'il faut, le portier ne pourra pas donner les résultats qu'il faut. Ça veut dire que chaque élément dans cette équipe doit pouvoir maintenant prendre la mesure de la situation et savoir que le pays attend le résultat. À part Génote, Aurore... Ou Génote, selon certains. Moi, je lis Génote. On a vu sur les plateaux de médias occidentaux les massacres des noms des joueurs africains. Ça ne donne pas la migraine à quelqu'un. Hein. Je fais comme je peux, oui, William. Absolument, vous essayez à votre manière. Vous savez, n'attendez pas de moi une analyse approfondie de cette liste, une analyse très pointue. Pourquoi? Je parle en tant que supporter béninois, je parle en tant que béninois lambda. Je suis très accro de football. Hein? Absolument, je suis un bon footeur et un bon féru, ça s'arrête là, pas sur les pelouses. Allez, dites-moi votre appréciation. Oui. J'ai vu à l'entraînement de grands noms que nous connaissons. Khaled Adelon, Stéphane Sessé. J'ai vu des jeunes noms. C'est de vieux noms. Hein. Ce sont de vieux noms. Et pour des compétitions comme celle-là, et surtout quand il faut coûte que coûte battre le Sénégal, en espérant un match nul avec la Mozambique, pour pouvoir sortir d'affaires et pouvoir jouir de ces 3 points gratuitement donnés sur tapis vert, avec le contentieux. C'est pas gratuit. C'est gratuit. C'est malhonnête que de tricher. C'est sur tapis vert. C'est malhonnête que de tricher. Oui, mais le Bénin n'a pas mouillé les maillots en gagnant. Le Bénin a juste expliquer combien on a triché avec ces points pour être restauré dans le préjudice qu'on lui a porté. Donc, c'est sur tapis vert, comme on le dit dans le jargon. Maintenant, cette fois, ce ne sera pas sur tapis vert, ce sera sur pelouse verte. Et il faudra aller au front face à 11 autres joueurs. Et pendant 90 minutes. Et pour l'enjeu avec le Sénégal, Sénégal que nous connaissons aujourd'hui, meilleur sur le continent dans tous les domaines, j'ai vu de l'expérience à l'entraînement. J'ai vu aussi des jeunes. J'ai vu de nouveaux noms. Et on a souvent reproché à nos sélectionneurs nationaux, je fais un clin d'œil à Moussa Latonji qui est toujours dans le staff, de ne pas faire appel au championnat national. Il y a des noms que nous connaissons dans la Super Ligue Pro, dans la Ligue Pro, qui seront invités également au débat. Je pense qu'on a de quoi nous donner un peu d'espoir. Maintenant, quitte à ne pas effriter le peu d'espoir que nous avons actuellement. Le 17, c'est pas loin. Je crois que nous sommes déjà le 12. On a encore quelques petits jouets. Nous avons l'avantage d'être à domicile. Nous avons l'avantage de faire la manche retour de la demi-finale de cette saison de la Ligue des Champions, c'est-à-dire de jouer au Pep Guardiola à domicile. Nous avons la chance d'avoir un public béninois qui, pour une fois, parce qu'il a envie d'aller à la CAN avec sa sélection nationale, va essayer de porter le 11 national, qui n'est pas au écureuil maintenant. Donc, je prie ces joueurs d'avoir ce sentiment de patriotisme. On est dans la bruyère, on n'est plus dans la science. Le foot a changé. Quelle science si c'est par rapport à la science, sur la feuille, nous sommes battus avant même, avec même l'équipe réserve du Sénégal. C'est pourquoi vous faites recours à Dieu. À Dieu, oui. Alors, priez tous nos dieux, non, Franck? Oui, il faut prier tous les dieux. C'est vrai que je suis souvent un peu sceptique lorsqu'on aborde la question de l'équipe nationale. Ce n'est pas parce que je ne suis pas un patriote, ce n'est pas parce que je ne suis pas nationaliste, ce n'est pas parce que je ne veux pas que l'équipe soit qualifiée à une compétition continentale, mais je dis que très souvent, nous n'avons pas les résultats que nous attendons. Tout simplement parce que lorsque moi je supporte, lorsque je prends tout mon temps à dire aller les guépards, aller les écureuils avant et aujourd'hui aller les guépards, et qu'au bout du rouleau,
Je ne suis pas ça. Il y a les succès, ça me pose un problème. Oui, mais vous êtes un mauvais supporter. Dans un jeu, il doit y avoir forcément un gagnant et un perdant. Non, c'est que ça se répète. Si vous avez perdu aujourd'hui, c'est que demain vous gagnerez. Ça se répète au fil des années. Et pas tout le temps, c'est pas bien. Il faudrait qu'on réfléchisse. Parce que je voudrais dire, j'ai suivi un peu les commentaires que les gens en ont fait. Moi, c'est mon point de vue. Et tout le temps, les faits me donnent raison. Moi, je pense qu'il faut revoir un peu notre foot. Mais c'est déjà bien que le sélectionneur fasse appel aux compétences locales, aux compétences qui sont piochées dans le championnat national, parce que ça permet de renforcer un peu les qualités sur le terrain. Je pense que l'espoir est perdu. Notre équipe nationale a tout intérêt à faire en sorte que cet espoir perdu puisse renaître, a tout intérêt à faire en sorte que ce désespoir enchaîné de match en match puisse vraiment se transformer en quelque chose de bien. Et je pense qu'une victoire, nous en avons besoin aujourd'hui plus que jamais. C'est vrai que quand nous prenons l'équipe nationale, un peu comme l'a évoqué Franck, nous avions connu par le passé des revers. Et je voudrais dire que nous pouvons mettre ça au passé et rester concentrés sur ce qui nous attend. Avec l'équipe qui a été constituée, on peut encore espérer, n'est-ce pas? Vous ne l'avez pas vu jouer ensemble. Vous voulez garder espoir par rapport à quoi? Bon, par rapport à ce qu'on peut espérer que dans leur tête aussi en tant que joueurs, ils sont conscients et convaincus qu'ils ont besoin d'une victoire, qu'ils ont envie d'aller à la CAN. D'abord, moi, je vis déjà mal que le Bénin ait autant du mal à avoir une qualification qu'on a connue déjà en Égypte et puis tout ça, qui a fait lever tout le peuple béninois. On était allé à... Pas Mali, on n'a gagné aucun match. Et donc, c'est Eric qui finit. D'accord. Donc, je pense que quand on a fini de vivre ces fortes émotions et puis tout ça, après, on est descendu. Et c'est ce que le peuple... C'est la vie du jeu. Oui, non, mais il y a un niveau vraiment qu'on connaît et on estime que, bon, par rapport aux adversaires que nous avons en face, nous avons la capacité de les battre par rapport à cet adversaire, bon, on peut faire mieux. Ça, c'est dans la tête de tout le monde. Voyez-vous, quand on perd des matchs avec le Rwanda, bon, moi, je me demande quel match on peut faire. Pourquoi vous pensez que c'est des nations qui n'ont rien à voir avec le football? Parce que il faut là, on connaît quand même un peu le niveau. Autant le Bénin veut performer, autant le Bénin veut performer. On connaît quand même à performer. On connaît un peu le Rwanda aussi travaille à performer. Je suis d'accord, mais nous avons écrit une histoire qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est déjà distincte de celle de ces nations-là. Nous avons un championnat qui est quand même, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais se démarque un peu par rapport à ceux-là. Et nous avons, nous, depuis 2004, nous allons à la CAN. Et ces nations, en matière de participation à la CAN et en matière de football de jeu interne, je ne pense pas que nous soyons aussi relégués au dernier rang pour fléchir devant ces nations et surtout sur de petits détails, des matchs nuls ou des victoires très espérées déjà, mais pour lesquelles nous rebrousserons chemin. Allez, quelqu'un finit? On clôture? Oui, Ulrich. Vous savez, je suis tout à fait d'accord avec William, surtout quand vous évoquez le cas de 2019 où juste après le quart de finale, on est venu, on sent une sorte de sentiment de contentement, un sentiment de contentement. On peut faire mieux. Mais c'est un parcours. Non, je vous ceux qui sont allés à la finale et qui ont perdu. Vous avez vu comment ils ont été accueillis chez eux, dans leur pays, ceux qui sont allés à la demi-finale et qui ont perdu. Vous avez vu comment ils ont été accueillis dans leur pays. Au quart de finale, on estimait qu'on avait déjà on en avait tellement fait que nous ne pouvons même plus en faire. Non, c'est pas la première fois d'ailleurs. Il faut que nous fassions en sorte que notre équipe sache qu'on ne va pas à une coupe juste pour participer. On va à une coupe pour rafler la coupe. C'est-à-dire, il faut cette détermination pour notre équipe. C'est ce qui manque. Il faut juste mouiller les maillots. Ils ont mouillé les maillots. Ils ont fait de leur mieux. Non, ne faites pas de votre mieux. Donnez le massage parce que c'est le brassard. C'est le drapeau national que vous utilisez. Vous êtes des ambassadeurs du pays. Et si les écureuils, si les guépards nous écoutent en ce moment-là, qu'ils sachent que chacun d'entre eux, quand ils portent ce maillot, c'est qu'ils représentent, ils sont des ambassadeurs plénipotentiaires du pays et ils ne doivent pas faire de leur mieux. Ils doivent donner le résultat que le peuple attend d'eux. C'est ça le plus important. Ne nous laissons
peut-être ou Non, nous restons souvent dans le il faut qu'on aille donner des résultats. Ce n'est pas forcément le même contexte. Quand ils vont à l'étranger, ils sont plus performants. Quand ils viennent chez nous, les résultats sont mitigés. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le contexte aussi. Les moyens. Ça, vous parlez des moyens. Moi, je pense que c'est vrai, Ulrich a dit quand on va à une coupe, on ne va même pas à la coupe, on ne va pas en phase finale. Dans une qualification. On ne va pas à la phase finale et moi, ça me pose un problème. C'est clair. Moi, je pense qu'il faut, c'est vrai, il faut être optimiste, il faut encourager les guépards, il faut encourager l'équipe nationale, mais il faut être réaliste. Être réaliste, c'est de s'asseoir et de dire, mais qu'est-ce que le foot nous apporte au Bénin? Où allons-nous? Parce que on revient et l'année suivante, on va 3 ans, on attend 3 ans et on revient. Moi, je me suis quand on est défaitiste au départ, on ne peut pas. Nous ne sommes pas défaitistes. Je me rappelle. Nous sommes en train de simuler notre équipe. Nous sommes les premiers supporters des Guépards. Un match retour de la Champions League, quart de finale. Ça me rappelle bien, je ne me rappelle plus, l'année doit être 2018 ou 2019. Au Barça avait déjà battu à l'aller 3-0 Liverpool, mais les jeux étaient déjà faits à l'aller. Et pourtant, ils n'ont pas perdu l'espoir, ils ont gardé l'espoir, parce que les buts qu'ils ont même encaissés là-bas étaient des buts à la limite bêtes, mais le public a gardé espoir. Et résultat, au match retour, 4-0. Donc il faut continuer. Le Barça sujet au remontada. Le contexte n'est pas le même, Tanguy. C'était le Barça sujet au remontada. Une équipe qui va en quart de finale, de phase finale de la CAN. 2019. Et qui n'est plus retournée 4 ans après. Posez-vous des questions sur les performances internes et les lobbies techniques. On a vu des pays remporter la Coupe du Monde et se faire éliminer en match de poule. Hein. Et c'est fréquent, c'est la malédiction du champion. Ils sont venus au moins encore à la Coupe du Monde d'après avant de se faire éliminer en Coupe. Allons à la CAN et faisons-nous éliminer au moins. D'accord. Je pense que ça, c'est le sentiment que nous avons sur des matchs de façon précise, n'est-ce pas, de notre équipe. Je pense que le football est à reconstruire et c'est un travail qu'il faut faire, n'est-ce pas, sur plusieurs années. Nous avons bien un championnat qui respire, il faut souhaiter que cela puisse continuer. Et puis après, je pense que dans l'organisation, il faut amener les joueurs à jouer entre eux pendant longtemps, à l'interne. Oui, quand vous voyez un peu l'architecture de l'équipe, quand vous voyez un peu 2 semaines après, avant la compétition, comment est-ce que le joueur... Quand vous voyez un peu l'architecture, c'est des joueurs, pour la plupart, qui évoluent à l'externe. À chaque fois qu'on veut reconstituer, on appelle ça ici. Comme ça se fait partout. Oui, mais l'idéal aujourd'hui, c'est de partir, n'est-ce pas, de la base. Des locaux. C'est quoi? Mais ils ont l'habitude de jouer. Oui, on a l'habitude de jouer. C'est de l'Afrique du Sud, ça. On a l'expérience d'affronter forcément ceux-là qui ont l'expérience occidentale et qui reviennent en phase finale de la CAN. Je vois que ça vous passionne beaucoup plus que le bout de vidange. Allez les gars, bonne journée. Cette émission va souffler. Le temps d'installer notre invité.